Alors, du coup, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, je suis Charlotte et ma collègue Luna et moi allons animer le live qui présentera le métier de Katharina. Donc, déjà, je vais faire un petit rappel de qui nous sommes. Donc, on est My Future et on est une entreprise qui, en gros, vous êtes vous, les jeunes, dans vos choix d'orientation. Donc, pour la plupart, vous devez nous connaître grâce à la plateforme stagedécouverte.fr qui vous permet de découvrir le monde de l'entreprise par des petites immersions de quelques jours. Et depuis le début du confinement, on a mis en place des live métiers pour vous permettre d'échanger avec des pros en direct. Et aujourd'hui, on accueille donc Katharina, qui est productrice audiovisuelle indépendante. Donc, je t'en prie, Katharina, tu vas nous présenter ta vie, ton œuvre. Allez, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Ça va être vraiment très cool. Et je suis ravie aussi de vous présenter mon métier qui est quand même assez inconnu parce que vous allez le voir, c'est un peu un métier de l'ombre où on fait beaucoup de choses, mais finalement, personne ne le voit. Alors, pour commencer, je vais vous partager du coup mon petit écran. Vous allez voir apparaître une présentation pour vous aider à mettre en image en fait ce que je vais vous dire. Donc, je suis productrice audiovisuelle. Donc, productrice audiovisuelle, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est finalement organiser et travailler tout ce qui concerne l'image et le son dans un projet audiovisuel, un film, que ce soit un film, une série, un clip de musique, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, ou encore des séries originales, même des émissions télé, des publicités, etc. Voilà, tout ce qui concerne le son et l'image en général. Merci beaucoup, Katharina. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier comme si tu racontais à ta grand-mère ce que tu faisais? Alors, mon métier, qu'est-ce que c'est? Alors, ça consiste en plusieurs étapes qui sont généralement les mêmes. Ça va commencer par, on va dire, la réception, que ce soit d'un script. Alors, un script, c'est généralement quelqu'un, un auteur ou alors un réalisateur qui a eu une idée, qui va la mettre sur le papier et qui va ensuite me l'envoyer. Moi, je vais décrypter cette idée et je vais voir dans quelle mesure c'est possible. Et d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire en fait, faire un devis, finalement, voir combien tout va coûter, combien va coûter le projet dans son ensemble et voir ce qui est possible en termes aussi de moyens, de possibilités, d'autorisation de tournage, etc. Donc ça va être la première étape. Quand le projet a été accepté par le client ou les artistes, on va passer à une partie qui va être beaucoup plus du management des équipes audiovisuelles. Tu peux nous rappeler ce que c'est management, s'il te plaît? Alors, le management, ça va être de faire orchestrer, en fait, comme un chef d'orchestre. Vous voyez, quand il va orchestrer finalement une musique, il va avoir plein de gens. Et ces gens-là, il va falloir les organiser pour que tout s'emboîte bien ensemble, en fait, pour que tout fonctionne. Et pour que chacun connaisse ses tâches, connaisse ce qu'il a à faire dans ce projet. Donc, c'est là où va intervenir le management et où je vais intervenir en coordonnant un petit peu toutes ces différentes personnes qui travaillent sur ce projet. Donc, il y a beaucoup de métiers dans l'audiovisuel. Je vais faire une rapide passe dans les métiers principaux. Donc, il va y avoir le réalisateur qui, lui, va avoir vraiment cette idée et qui va venir me chercher avec cette idée pour la réaliser. Il va avoir le chef opérateur. Alors, le chef opérateur, c'est une personne qui, généralement, a beaucoup d'expérience dans l'audiovisuel et c'est elle qui va déterminer vraiment tout le matériel dont on a besoin pour ce projet, c'est-à-dire les caméras qu'il va nous falloir, les objectifs qu'il va nous falloir sur les caméras, etc. Donc, ça va être vraiment lui le garant du bon fonctionnement du matériel sur ce projet. Et ensuite, il va avoir tout ce qui est technicien, donc des chefs électriciens, par exemple, qui, eux, veulent s'occuper exclusivement de la lumière. On va avoir besoin de régisseurs aussi, qui est un métier extrêmement important de l'audiovisuel. C'est la personne qui va tout organiser, en fait, qui va être finalement mon bras droit à moi, sur place, sur les lieux du tournage, généralement pour tout organiser, demander les autorisations de tournage, garder les places, par exemple, pour stationner les véhicules. Voilà, c'est plein de petites choses super importantes, mais qui vont nous aider finalement pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Et ensuite, la dernière partie de mon métier, ça va être une partie aussi de diffusion et de création de nouveaux concepts originaux. Par exemple, en ce moment, on travaille sur une nouvelle émission pour YouTube pour un artiste rappeur. Donc voilà, globalement, les grosses étapes. D'accord. Alors, je tiens à préciser, comme Luna le dit dans le chat, surtout n'hésitez pas à poser des questions à Katharina dans le chat. Donc, vous pouvez les écrire et puis on y répondra. Enfin, Katharina y répondra directement. N'hésitez pas. Alors, justement, Ouais, non, je t'en prie. Non, j'allais répondre à une question, mais en fait, je me rends compte que la question de Lucia va arriver tout de suite après dans les explications. Ok, parfait. Bon, du coup, maintenant, Katharina, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel était ton rêve d'enfant?
tu rêvais de faire comme métier quand tu étais jeune? Enfin, tu es toujours Alors, jeune, mais quand tu avais l'âge de nos jeunes de ce live. alors, en fait, quand j'étais jeune, je voulais être psychologue. C'était le métier qui me tenait le plus à cœur. J'ai voulu faire ça pendant longtemps. J'ai même commencé à faire des études de psychologie. Donc, j'ai fait un bac littéraire, voilà, pour vous donner vraiment les détails. Un bac littéraire que j'ai raté 2 fois. Je ne l'ai pas eu la première fois, je l'ai eu la seconde fois au rattrapage. En plus, j'étais pas très scolaire. Et j'ai fait psychologie pendant 2 ans. Mais voilà, j'étais pas très scolaire. Les études, ça m'intéressait pas trop. J'aimais pas trop apprendre. Donc, je me suis dit, quelles études je peux faire pour vite être sur le marché du travail. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui concernait la communication en général. Donc, je me suis dit, des études de communication, c'est pas mal. Donc, voilà, je suis passée en études de communication et en alternance. Je ne sais pas si vous connaissez l'alternance, c'est quand on est à moitié à l'école et à moitié au travail. Et moi, mon papa tenait un bar. Donc, en fait, j'ai fait de l'alternance chez lui. Je faisais moitié mes études dans une école de communication et moitié du temps, j'étais chez mon père en train de travailler au bar. Voilà. Et je l'aidais pour l'administratif. Donc, c'est comme ça que j'ai appris finalement comment marche une entreprise, voilà, une société en général, le côté administratif. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fait un stage dans une agence de publicité à Paris qui m'a accepté en stage alors que j'avais fait une candidature spontanée. Et donc, je suis restée 2 mois avec eux en stage et puis ils m'ont pris en CDI. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu besoin de finir mes études. Donc, ils m'ont pris tout de suite. Ça a bien matché entre nous et un très bon feeling. Donc, voilà, j'ai continué ensuite pendant 3 ans avec eux. Mais je n'ai pas fait d'études d'audiovisuel du tout. Voilà, je suis passée un peu à travers les mailles du filet. Et du coup, comment tu as fait pour, Et bah, du pour coup, ce qui passer s'est à travers passé, la maille du filet? en fait, c'est vraiment une histoire de rencontre. Je pense comme beaucoup de métiers, c'est les gens qu'on va rencontrer quand, par exemple, moi, je faisais du judo. Par exemple, j'ai fait beaucoup de judo dans ma vie. Et c'est quand je faisais du judo, je rencontrais des gens qui faisaient du coup d'autres métiers. Puis on discutait. Puis en fait, les connexions, elles se font vraiment comme ça en discutant beaucoup avec les gens. Et on se rend compte qu'on a finalement toujours besoin les uns des autres. On est vraiment tous codépendants finalement dans nos métiers. Puis en écoutant aussi les autres, comme vous le faites tous aujourd'hui à travers ces lives, mais en écoutant aussi les autres nous parler de leur métier, en fait, on va avoir tout de suite un tilt. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré une fois une personne qui travaillait dans l'audiovisuel et puis en fait, on a très bien connecté. Cette personne m'a fait un petit peu travailler au début et puis petit à petit, voilà, j'ai tissé mon nid. Et puis ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis dans ce métier en indépendante. Et j'ai créé ma société il y a seulement 1 an, mais avant ça, j'étais ce qu'on appelle auto-entrepreneur. Donc voilà, semi-société, un peu moins C'est-à-dire? compliquée du coup, alors c'est un statut qui est un petit peu particulier, auto-entrepreneur, c'est être freelance, mais du coup, sans tout le côté derrière d'une société qui est assez lourd en termes de gestion administrative, c'est beaucoup plus simple et ça nous donne aussi cette possibilité justement de facturer. Donc au début, moi, je pouvais travailler, mais je devais toujours travailler avec une vraie grosse boîte de production, comme je suis aujourd'hui. Et puis petit à petit, je me suis dit, c'était intéressant d'ouvrir ma propre société à moi. Et voilà, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an. D'accord. Donc, du coup, en tant que freelance, pour tout le monde, du coup, Katharina a pu travailler à son compte, donc c'est-à-dire ne pas dépendre d'une autre structure. Et C'est ça. voilà. Et du coup, est-ce que tu peux Voilà. nous donner un peu plus d'éléments sur ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Donc, si tu as une journée, une journée type, peut-être pas, parce que dans ces métiers-là, il n'y a pas forcément de journée type, mais voilà un peu tout ce que tu pourrais faire pendant un tournage ou avant un tournage ou après un tournage. Hop. Ouais, je reviens pour vous dire ça. Alors, c'est extrêmement variable. C'est un métier où il faut. Alors, c'est des horaires extrêmement décalés. Déjà, il faut savoir. Ma journée type, ça va être de me lever le matin, de regarder généralement mes mails pour suivre un peu tous les projets du coup en cours. Alors, il y a plusieurs catégories de projets. Il y a des projets qui sont ce qu'on appelle en cours d'écriture, c'est-à-dire que des réalisateurs ou des auteurs ont eu une idée, ils sont en train de la préparer. Donc, moi, je suis déjà au courant. Je les accompagne un petit peu parce que quand on connaît, par exemple, le budget qu'on veut mettre dans ce projet, je vais les accompagner pour leur donner quelques contraintes. Par exemple, en termes de caméra, il y a des caméras, on va pouvoir filmer avec une caméra, on peut filmer pour 300 € par jour, comme on peut filmer pour 5 000 € par jour. Donc, c'est vraiment très, très différent. C'est pour ça qu'il y a aussi des rendus, des qualités d'image qui sont différents par rapport à la caméra qu'on va utiliser. Donc, je vais les guider sur ça. Ensuite, généralement, après mes mails, je vais passer quelques petits coups de fil pour prendre un peu des nouvelles de tout le monde parce que c'est un métier où on appelle ça réseauter. C'est-à-dire qu'on essaie tous de se tenir au courant un petit peu en même temps parce que, comme je vous disais au départ, on est tous codépendants. On a vraiment tous besoin les uns des autres pour travailler.
Et d'ailleurs, c'est souvent le cas lorsqu'on est indépendant. C'est très difficile en fait de faire son métier seul dans son coin. On a vraiment besoin les uns des autres. Et du coup, on va se tenir au courant. Et puis ensuite, si je vais avoir une production en cours, généralement, je vais passer mes après-midi à faire des réservations de train. Voilà. D'ailleurs, Honoré me demande si je travaille à l'étranger. Ça arrive super fréquemment. Donc là, par exemple, pour Big Feu au lit, on va aller à Toulouse, c'est pas à l'étranger. Mais ça m'est déjà arrivé de partir au Portugal. Voilà, on va pas mal voyager. Il y a aussi des tournages qui se font en Ukraine. Parfois, moi, j'ai pas eu le cas. Mais par exemple, en Ukraine, les coûts sont réduits. Donc parfois, on va aller chercher en Europe, là où ça coûte moins cher en termes de matériel ou en termes d'autorisation de tournage aussi, pour aller tourner là-bas. Donc voilà, j'ai pas vraiment de journée de type, en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué aussi à gérer parce que pour la vie personnelle, c'est un peu compliqué de prévoir des choses. On ne peut pas vraiment prévoir parce qu'il y a un super beau projet qui peut me tomber là aujourd'hui par mail que je dois tourner dans 3 jours, quoi. Et ça arrive très fréquemment d'ailleurs. Le clip d'essai, justement, pour la petite anecdote, je ne sais pas si certains l'ont vu. Ça s'appelle Au Standing. D'ailleurs, si vous voulez regarder le clip sur YouTube, mais on l'a préparé en 4 jours, quoi. On avait vraiment 4 jours entre le moment où le management nous a passé un coup de fil et le moment où il a fallu partir. On a été tourner ça à Nice, où on a pris le train et partir, quoi. Donc, ça va généralement très, très, très vite. C'est ça, il faut faire face aux imprévus dans ton métier, j'ai l'impression. Ah, mais complètement, complètement. Luna, tu Non, disais que je vais en profiter pour partager le clip dans le chat. Alors, il y a Lucia qui te dit « Il est super clean, le clip de Au Standing, bravo ». Merci. Et Sacha qui te demande depuis combien de temps tu fais ce travail? Alors, en fait, comment dire, comme j'ai commencé en stage dans la publicité, déjà, quand j'étais en agence, du coup, de publicité, j'ai déjà appris, j'ai commencé à avoir des bonnes notions en termes d'organisation. Par exemple, il faut savoir faire ses propres tableaux, enfin, en fait, avoir son organisation qui est propre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour être efficace, c'est trouver sa propre organisation, ne pas écouter les autres, aller chercher soi-même les conseils. Aujourd'hui, il y a plein de conseils pour bien s'organiser avec des listes de tâches, des bullet journal et tout. Il y a des trucs vraiment top pour ça. Du coup, il faut apprendre d'abord à bien s'organiser. Donc, ça va faire 5 ans à peu près que je travaille dans ce milieu, on va dire, de l'organisation, du chef de projet. Et ça va faire que 3 ans que je suis rentrée vraiment dans l'audiovisuel et l'équipe de musique, à proprement parler. Et où j'ai commencé à comprendre justement comment travaillent les maisons de disques, voilà, parce que c'est aussi des codes, on en reparlera sûrement, mais c'est des codes qui sont très différents. Et c'est vraiment connaître ces petits codes pour pouvoir rentrer comme une petite souris dans ce milieu et ne pas trop se faire remarquer, parce que généralement, il ne faut pas trop faire de bruit non plus pour ne pas se faire remarquer. Il faut être un métier de l'ombre, en fait. Voilà. Ok, et donc c'est-à-dire métier de l'ombre, tu peux nous donner plus d'infos sur ça? C'est-à-dire, en fait, on va dire celui qui va prendre toutes les lumières, ça va être toujours le réalisateur à la fin du projet. Nous, on va être là vraiment pour réaliser finalement son rêve, ce qu'il voit dans son esprit. Je suis censée pouvoir visualiser quand un réalisateur me parle de son projet. Je suis censée pouvoir déjà me projeter en fait dans ce que sera les images finies. Et c'est grâce à cette faculté de se projeter que je vais pouvoir trouver la bonne organisation pour aller jusqu'ici, le bon matériel, etc. Donc voilà. Donc ça fait à peu près 3 ans que je connais bien. Super. Et il y a Yasmine qui te demande le projet le plus fou que tu as réalisé. Et je pense que, en fait, ça dépend sur quel plan, mais le projet le plus fou, parce que, en fait, moi, ma grosse problématique, elle se situe toujours entre les attentes des artistes et du réalisateur en termes de rendu d'image à la fin, ce que sera le clip à la fin, et le budget disponible. Donc, moi, ma grosse bataille, c'est toujours de me battre pour dégager le plus gros budget possible, en fait, pour un projet. Et donc, on est toujours un peu sous des contraintes. Voilà, on n'a jamais assez d'argent. Hein, ce milieu, c'est comme ça. Il n'y a jamais assez d'argent pour faire ce qu'on veut. Du coup, le projet le plus fou, je pense que c'est ce clip de Big Feu au lit, Promesse. Parce que sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de budget. Je vais vous le dire d'ailleurs, il ne faut pas le dire, hein, mais il y avait 30 000 € à peu près. Alors qu'en réalité, si on avait vraiment fait tout comme il fallait, on va dire, il y en aurait eu pour 50 000 €. Et c'est là où, en fait, c'est 20 000 € qu'on n'a pas. Il faut essayer de trouver une manière, que ce soit en négociant, voilà, moi, ma manière, c'était de dire que c'était un clip pour Big Feu au lit. Et du coup, j'arrivais à négocier avec des gens des choses gratuites qui ne nous fassent pas payer ou que les gens nous fassent payer moins cher. Donc voilà, c'est toujours une bataille de négociation de tarifs, quoi, en fait. Donc c'est vraiment Big Feu au lit parce que les négociations étaient très, très rudes pour récupérer ces 20 000 €. Voilà. Sacha dit qu'il pensait que les clips, ça coûtait moins cher que ça. Ouais, ça dépend. Ouais, ça peut partir de 1 000 € le clip à... il y a des sommes folles, quoi, des 200 000 €, des 300 000 € pour des clips. Ça monte très, très vite. Ouais.
Mais Voilà. surtout, ouais, celui de Big Slowly, ouais. Je pensais à celui de SCH aussi. Il est costaud en termes d'image. Enfin, c'est Bah, un. justement, le clip de SCH, je pense que personne n'a remarqué, mais il y a un placement de produit dedans. Je ne vous le dirai pas tout de suite, je vous laisse regarder. Vous arrivez à trouver, il est pas flagrant, mais on le voit. Et ce placement de produit, en fait, la marque qui nous a fait un petit placement de produit pour ce clip a donné 15 000 euros. Voilà, donc ça veut dire que ça a fait baisser la facture d'un coup de 15 000 euros. C'est aussi ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est très tendance en fait d'aller chercher des marques et de faire des partenariats avec elles pour qu'elles payent un peu du projet. Donc si quelqu'un arrive à trouver quel placement de produit et quelle marque il y a dans le clip d'SPH à la fin, on verra ce qu'il gagne, et je vous le dirai à la fin. Le Et Marie challenge. demande si vous travaillez sur un style de musique en particulier ou que c'est plutôt en fonction des occasions qui se présentent. Alors, moi, j'avoue, j'adore le rap. Je suis une énorme fan de rap. J'ai grandi dans le 93, donc j'ai grandi qu'avec des gens qui écoutaient du rap. Donc, j'adore parce que j'aime aussi l'esprit hip-hop en général. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent du hip-hop, dites-nous dans les messages. Mais c'est vrai que l'esprit hip-hop, il y a quelque chose de beaucoup plus relâché, naturel. On est moins. Et puis, on ne travaille pas aussi avec les mêmes maisons de disques. Donc, c'est vrai que ça, c'est un gros sujet. Les maisons de disques avec lesquelles elles travaillent, elles sont beaucoup plus détendues, les maisons de disques dans le rap game, comme on dit. Du coup, c'est plus simple, plus facile, et puis les gens, je sais pas, sont un petit peu plus cool. Après, ça m'arrive de travailler sur d'autres styles de musique. Là, je prépare par exemple un clip de musique avec un trio de Bretons qui jouent du violon. Voilà, c'est de la musique bretonne, donc c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, ça va être top quand même. Ok, super. Alors, Paul dit oui, c'est génial. Je crée même des instrus rap, trap, hip-hop. Bah, Trop trop chouette, bien, ouais, Paul. ouais. Ouais, C'est trop trop bien. bien. Et Lucia qui demande tes inspirations artistiques. Alors moi, je m'inspire beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, sur Instagram. Aussi, on suit beaucoup ce qui se passe. Moi, je m'inspire énormément aussi de l'art contemporain en général. Enfin, j'aime beaucoup les choses qui signifient pas ce qu'elles veulent dire au premier plan. Je sais pas si vous comprenez, mais quand il y a un fond, en tout cas, à l'histoire. J'aime bien que, par exemple, quand on tourne un clip, ce que la personne dit, imaginons que c'est un son de rap, ce que la personne, elle dit, elle raconte dans ses paroles, que ce soit pas la même chose à l'écran, qu'il y ait un double message, en fait. Et vraiment, ce style de clip me plaise. Vraiment, quand il y a un double message, ou alors quand on est vraiment sur des très beaux tableaux. Je sais pas si certains connaissent parmi vous, par exemple, les clips de Rosalia. Ils sont vraiment sublimes. En termes de C'est tableaux, voilà, magnifique. c'est vraiment magnifique. Exactement, ouais. C'est des choses comme ça, des choses puissantes qui vont. Parce qu'il faut savoir que les clips de musique sont aussi très, comment dire, revendicatifs. Je ne sais pas si ce terme est compris pour tous, mais ils vont, comment dire, revendiquer quelque chose. Généralement, comme le hip-hop en général ou le rap, voilà, on va dire de ce qu'on pense de la politique, de ce qu'on pense de l'amour, etc. Et on va le mettre en image. Et c'est ce qui est aussi très intéressant, c'est que voilà, c'est une manière de faire bouger un petit peu à notre échelle la société et le mode de pensée des gens aussi, en sortant un petit peu des sentiers battus. Voilà. Merci Katharina Ok, pour tes réponses. On a deux merci. nouvelles questions. Je vous propose de répondre à ces deux questions et de lancer ensuite un petit sondage. Alors, Compaoré demande si c'est utile de parler plusieurs langues ou si toi, personnellement, tu utilises seulement le français dans ta vie professionnelle. Alors, c'est une question un peu. En fait, je m'en veux énormément parce que j'ai pas été très bonne à l'anglais et ça me pose énormément de défauts maintenant. J'ai de la chance parce que je travaille avec une jeune fille qui a été ma stagiaire dans un premier temps et qui maintenant travaille avec moi quasi à plein temps. Et elle parle parfaitement bien anglais. Donc, je m'en suis bien sortie en travaillant avec elle, mais moi, je parle absolument pas anglais. Et franchement, c'est mieux. De parler français et anglais, ça me semble obligatoire dans ces métiers-là parce que si on veut monter un peu en puissance, travailler avec des artistes américains aussi, c'est super important de parler anglais. Donc voilà, et puis même quand je voyage, hein, ça me pose vraiment problème. Donc voilà, je vous déconseille de faire comme moi si vous voulez travailler dans l'audiovisuel. C'est vraiment mieux de se comprendre avec tout le monde. Et puis surtout qu'en termes d'inspiration, les clips américains, c'est vraiment aussi génial. Quoi. Pour aller chercher les bonnes inspirations, c'est intéressant. Et ensuite, la deuxième question concerne les parcours pour les métiers de l'audiovisuel. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu as fait de la psycho, une fac de psycho et de la communication. Alors, C'est ça. est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a des parcours qui mènent de manière plus directe à ton métier? Est-ce que tu connais des parcours? Carrément. Alors, en fait, il y a plusieurs parcours possibles. Je les connais
pas tous en détail. Je sais qu'il existe le BTS audiovisuel. C'est finalement le parcours le plus rapide et classique parce que ça va vite après le baccalauréat, que ce soit un baccalauréat général ou professionnel. Vous pouvez aller sur un BTS et c'est juste 2 ans d'études. Et ensuite, vous pouvez vous spécialiser. Donc, vous avez des BTS audiovisuels qui vont, par exemple, être plus sur mon aspect à moi, c'est-à-dire la production, tout ce qui se passe en amont et pendant le tournage. Il va y avoir des BTS qui vont être plus axés sur l'écriture aussi. Si vous avez envie d'écrire des clips, d'écrire des films, des séries, vous avez le BTS qui est dédié pour aussi. Et aussi un BTS qui va être plus technique. Et ensuite, si vous voudrez vous spécialiser dans quelque chose, vous pourrez poursuivre vos études derrière en master. Sinon, il y a des écoles aussi. Il y a des écoles de l'image. Il y a les Gobelins, je crois qu'il y a 2 écoles en France, qui est vraiment génial. C'est une des écoles les plus connues en termes d'image, de communication visuelle et aussi ceux qui aiment bien faire de l'animation ou du graphisme. C'est vraiment la meilleure école, les Gobelins. Donc voilà, il y a après d'autres écoles de cinéma comme l'ESRA, etc. Quelques écoles de cinéma qui sont privées, le coup. Mais voilà, qui existent, qui sont très bien. Et puis, comme je vous disais, le plus important pour moi, au-delà des études, c'est vraiment ce que vous allez faire à côté. Si vous arrivez à trouver un parcours associatif, par exemple, qui concerne l'audiovisuel, ou si vous-même, vous arrivez avec vos amis, déjà de commencer à faire des choses personnelles, prendre une caméra, voilà, emprunter une caméra à quelqu'un, faire vos propres petites vidéos, ça c'est vraiment le top du top, parce que généralement, ces écoles-là, de toute façon, vous demandent un petit dossier avec quelques petits exemples de ce que vous avez pu faire. C'est super important de continuer à faire des projets personnels à côté, vraiment. Ouais, ils appellent ça un book pour info. Et en fait, comme dit Katharina, voilà, c'est un petit dossier avec toutes vos créations. Donc, si vous dessinez de temps en temps, tout est intéressant, quoi. Donc, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, enfin, toutes les productions que vous avez pu faire. Alors, on a des réponses du coup au petit challenge. Ouais, les lunettes, je t'en prie. Il n'y a pas la bonne réponse encore. Il faut chercher encore. C'est plus fin que ça, en fait. Et c'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose d'immatériel. D'accord. Voilà. Je vous propose de lancer un petit sondage. Vous allez voir, il va s'afficher sur votre écran et vous allez pouvoir y répondre directement. Ça concerne votre intérêt du coup pour les métiers de la vidéo. Voilà, vous avez quelques secondes pour y répondre et puis après je partagerai les résultats. Et donc oui, on avait des suppositions sur les lunettes de soleil, le Polaroid, mais non. Ça aurait pu, c'est pas ça. Mais c'est vrai que les lunettes... D'ailleurs, ACH avait fait tomber ses lunettes dans une piscine et personne n'avait envie de sauter parce que l'eau était froide, je me rappelle. Et du coup, j'ai dû sauter, mais à 1,5 m, enfin 2 mètres, alors que je fais 1,60 m pour aller récupérer ses lunettes. C'était une scène très drôle. Il tenait beaucoup. Voilà, je vous partage. Donc, on a presque 80% des jeunes présents aujourd'hui au live qui seraient intéressés par les métiers de la vidéo. Donc, voilà. Et ceux qui ne savent pas pourquoi vous ne savez pas, qu'est-ce qui vous questionne, est-ce que vous auriez des questions particulières à poser à Katharina qui pourraient vous aiguiller justement dans vos choix? Elle est là pour ça, hein, profitez-en. Ouais, n'hésitez pas dans le chat. Ouais, n'hésitez pas si vous avez même des questions, justement sur tous les métiers de l'animation, le motion design, le graphisme. Voilà, comme je travaille vraiment avec ces métiers, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas non plus. Tu peux nous réexpliquer du coup ce qu'est le motion design, s'il te plaît, Katharina? Ouais. Alors, le motion design, ça va être en fait l'animation d'éléments graphiques qui ont été déjà faits. Par exemple, vous faites un logo sur Photoshop, le motion designer, il va intervenir derrière pour venir prendre ce logo et l'animer en fait pour qu'il apparaisse dans la vidéo. Ça, c'est vraiment le petit exemple. Après, le motion design, généralement, ça inclut aussi de l'illustration. Donc, généralement, si vous savez bien dessiner, vous allez aussi pouvoir faire des dessins animés, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne le champ de l'animation. Est-ce que c'est nécessaire de bien dessiner du coup pour faire de l'anime? Non. Parce que par exemple, il peut y avoir des animateurs qui sont excellents en typographie, pardon. Vous voyez, de créer en fait des typographies. Ok, très clair. Alors, Compaoré demande si après les études, c'est difficile d'avoir un métier ou de créer son entreprise dans ton secteur. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a rien qui est difficile dans la vie, de base. Mais je pense que, comme je disais, c'est surtout le lien qu'on va établir avec les autres. Encore une fois, je le répète, mais c'est super important. C'est un métier où on est tous codépendants les uns des autres. Donc, ça va être de rajouter des gens sur Instagram, de regarder leur métier. Je trouve qu'Instagram, justement, si vous êtes dessus, c'est super intéressant parce qu'il y a le système de story.
Du coup, ça permet vraiment de rebondir. N'hésitez pas à rebondir sur les stories des professionnels, à leur écrire. Je pense qu'on est tous, on est quand même dans un métier où la bienveillance règne et on est tous prêts à répondre à des questions. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Regardez un petit peu ce que font, allez voir des réalisateurs. Justement, vous pouvez aller suivre Jérémy Levipon. Je vous le partage. C'est un jeune réalisateur qui a réalisé Promesse de Big Flo et Oli, qui a maintenant 20 ans. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Il avait 18 ans. Il était encore en école de cinéma à l'ESRA à Paris. Et en fait, il n'arrivait pas du tout à finir ses études parce qu'il avait trop de projets justement qui lui tombaient. Alors, c'est assez incroyable, mais il était à sa 2e année d'études. Mais comme à côté de ses études, il avait suivi en fait des artistes en tournée avec juste une caméra. Il les suivait, il partait avec eux en tournée pour filmer les vidéos d'événements. Mais en fait, il a commencé à connaître les artistes comme ça. Puis petit à petit, les artistes ont commencé à lui demander des clips. Et donc voilà, ça a commencé à monter petit à petit. Donc c'est vraiment voilà, comme une échelle. Ok, top. Luna, je t'en prie, je crois qu'il y a pas mal de petites questions de nos camarades. Oui, on a déjà une question d'Honoré qui concerne la longueur, le temps en fait, que vous accordez en moyenne au tournage d'un clip. J'imagine que c'est très variable selon les demandes, mais... C'est ça, complètement. En moyenne, en tout cas, pour un clip, un clip moyen, ce que j'appelle un clip moyen, c'est un clip à 20 000 € à peu près. Donc, ça va être généralement sur 2 jours. On va prendre 2 jours pour préparer le clip, 2 jours pour le tourner, et généralement ensuite 2 jours encore pour ce qu'on appelle la partie post-production. Et la post-production, ça va être le montage du clip, l'étalonnage, la colorimétrie, c'est-à-dire la couleur qu'on va mettre sur le clip. Et voilà. Et après, on rend. Voilà, généralement, il y en a pour 6 jours à peu près à faire un clip, tout ça compris. Non, mais il répond que ça lui paraît énorme. On avait aussi une question de Yasmine concernant les métiers qui recrutent du coup dans le secteur de l'audiovisuel. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des métiers qui recrutent plus que d'autres. Alors, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure du métier de régisseur, par exemple. C'est des métiers qui recrutent énormément et où ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'études, forcément, ou d'études particulières. Il n'y a même pas besoin d'études d'audiovisuel parce qu'un régisseur, il est là pour aider à organiser. Donc, en fait, n'importe qui peut être régisseur à partir du moment où il aime organiser les choses, il aime travailler avec des gens, etc. Ça, c'est un métier qui recrute énormément. On a toujours besoin de régisseurs. Et ensuite, toute la partie technicien en général, en fait, tout ce qui est électricien. Il y a aussi des métiers qui sont moins connus, qui sont par exemple des métiers de chef machinot. Par exemple, un chef machinot, c'est lui qui va s'occuper de tout le matériel, ce qu'on appelle la machinerie. C'est-à-dire si on a besoin par exemple d'une grande grue qui va venir soulever la caméra pour avoir des plans vraiment comme ça en hauteur particulier. Donc là, on a vraiment besoin de professionnels aussi qui sont formés dans ce milieu-là et qui savent utiliser ces machines-là. Donc voilà, en fait, finalement, tous les métiers de l'audiovisuel recrutent. Après, la réalité, c'est que ça recrute beaucoup à Paris et en région parisienne. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de boîtes de production qui sont dispersées un petit peu partout. Et ensuite, vous avez toujours la possibilité aussi. De toute façon, c'est des métiers où tout le monde est assez indépendant. Donc, ils sont soit généralement en freelance. Donc, à ce moment-là, ça va être de la facture. Ou alors, il y a aussi ce qu'on appelle des intermittents du spectacle, qui est un statut juridique assez intéressant où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'audiovisuel ou encore dans le spectacle qu'ils ont ce statut-là. Donc, c'est un statut un peu particulier, voilà, qui permet de, de faire en sorte que l'intermittent puisse travailler que 6 mois dans l'année, par exemple, que s'il a que 6 mois de projet, les 6 mois restants, il puisse toucher quand même un chômage, une somme par mois qui lui permet de tenir le coup en attendant que de nouveaux projets arrivent. Comme on sait que ce n'est pas des métiers où on ne travaille pas non-stop. Donc, il faut savoir que, par exemple, moi, je ne vais pas travailler lundi, mardi, mais ensuite, je vais travailler mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, ça arrive, ça dépend des périodes. Mais on n'a pas de jour. Il n'y a pas de jour et il n'y a pas d'horaire fixe, du coup. Exactement. Et les imprévus aussi sont, j'imagine, au rendez-vous. Non, ouais. On les prend tout le temps en compte. Puis là, on avait aussi une question concernant le salaire. J'imagine que votre rémunération aussi, elle est assez variable. Et quand vous dites, par exemple, qu'un clip peut coûter environ 20 000 €, il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas que vous. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes à rémunérer. Est-ce qu'on aborde la question du salaire maintenant? Normalement, on l'avait gardé pour la fin de la présentation, mais... Non, il n'y a pas de souci, on peut l'aborder tout de suite. De toute façon, c'est assez clair, on va dire, en audiovisuel.
à partir du moment où on a sa propre boîte, ce qu'on appelle ma boîte de production, ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, je touche entre 10 et 15% du budget global. C'est-à-dire que si j'ai un budget à 20 000 euros, je vais toucher minimum du coup 2 000 euros dans ce projet. Et si j'arrive à faire un petit peu plus, j'arriverai à toucher 2 500 en moyenne. Voilà. Mais généralement, moi, je facture une journée de travail à peu près entre 350 et 450 euros. Donc voilà, c'est mon tarif par jour et ce tarif dépend généralement de l'ancienneté. C'est-à-dire que si vous commencez par exemple dans la production, vous allez toucher au départ 200 euros par jour à peu près. Mais c'est-à-dire que sur ces 200 euros, ce n'est pas de l'argent directement dans votre poche. Comme vous avez une société, il y a un peu d'argent qui est aussi pris par l'État derrière pour ce qu'on appelle des charges sociales. Donc voilà. Alors on va prendre peut-être une dernière question de Benjamin qui demande quels sont les logiciels de montage qui sont utilisés pour les clips. Donc ce n'est pas vous directement qui faites les montages d'après ce que j'ai compris, mais est-ce que vous avez une idée des logiciels qui sont utilisés Alors, je sais que Premiere, c'est vraiment celui qui est le plus utilisé. Premiere Pro, de la suite Adobe Creative. Donc, c'est un logiciel auquel vous avez tous accès, même en version d'essai, si vous voulez tester des choses et tout. Il est complètement accessible, en fait, ce logiciel. Vous pouvez déjà vous faire la main dessus, ça peut être intéressant. Après, la version payante, la version pro est un peu plus chère. Mais vous pouvez déjà vous faire la main. Et il y a une question de Sacha qui nous a relancé sur ce point, qui nous dit que plus tard, il voudrait être acteur ou caméraman. Et il te demande du coup si tu as des petits conseils à lui donner. Alors, déjà, du coup, ça va être des conseils différents. Pour acteur, je pense qu'aujourd'hui, je reviens sur les réseaux sociaux, mais en fait, la chance qu'a notre génération à tous, je vous englobe aussi dedans parce qu'on a grandi avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, que ce soit pour les artistes, et les artistes en général, mais même les artistes de musique, c'est une chance incroyable de se faire reconnaître sans passer par des moyens qu'on utilisait avant, c'est-à-dire la télé obligatoirement ou le cinéma. Donc aujourd'hui, je pense que pour être acteur, il faut, Sacha, que tu te crées déjà ton propre personnage. Si tu es à l'aise avec ça, que tu commences à le diffuser sur Instagram, par exemple, que tu te fasses des mini-scénettes tout seul avec ton téléphone portable et que tu les montres sur Instagram et que tu trouves un vrai concept autour de ça, que tu racontes ton histoire, que tu montres, en fait, que tu sors du lot. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut essayer de sortir du lot parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, mais les places sont très, très chères. Et surtout, en fait, tu ne peux pas prévoir ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir que ton visage et ton profil correspondent à un projet à un moment donné. Je pense que c'est une grande question de hasard, mais derrière le hasard, il y a beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que derrière, il faut tout seul, avec un compte Instagram ou un blog ou quoi que ce soit, travailler un peu ton propre personnage. Et ensuite, pour caméraman, il n'y a pas de secret, c'est vraiment pratiquer. Et du coup, pratiquer, ça passe beaucoup par une école. En tout cas, pour être caméraman, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions que de passer par une école de cinéma, soit une école privée, soit il y a des facultés aussi. Et dès que possible, de se rapprocher de gens qui filment déjà pour apprendre d'eux. Voilà, dans ce métier, si on arrive à avoir un mentor ou quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui a plus d'expérience et qui puisse nous montrer les choses, surtout techniques, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, pas hésiter à envoyer des petits messages partout sur Instagram ou ailleurs pour essayer de rentrer en contact et demander des conseils à des gens qui nous inspirent. Et toi, du coup, Katharina, tu as eu un mentor ou une mentor? Non, malheureusement, c'est ce que je regrette le plus. C'est comme mes parents ne sont pas du tout du métier cinématographique, moi, je n'ai pas forcément une culture aussi du cinéma, de l'image qui est énorme. Franchement, je m'en sors et j'apprends beaucoup aussi en travaillant. Mais j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de personne en tout cas qui avait le même profil que moi et qui faisait le même métier. J'aimerais bien. Maintenant, je m'inspire beaucoup de gens aussi qui font pas du tout le même métier que moi, mais qui me donnent une espèce d'inspiration. Que ce soit des réalisateurs, des choses comme ça. Là, j'ai pas de nom précis à donner, mais voilà, je lis beaucoup de choses inspirantes autour du domaine professionnel en général et du management et voilà. Je crois qu'il y avait aussi une question concernant un petit peu le matériel et les personnes qui sont présentes sur un lieu de tournage. Et je me disais que peut-être que Katharina, tu pourrais nous partager une petite photo pour que ça soit plus parlant. Et en parallèle de ta réponse, évidemment. Alors, je vais vous partager mon écran en même temps. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite sélection de photos du coup, qui sont issues de tournages. Profitez du coup pour vous présenter les tournages auxquels ça correspond. Alors, ce n'est pas tous les tournages que j'ai fait une petite sélection. Donc là, vous voyez sur le côté, donc c'est un tournage de publicité. Donc, c'était pour une marque de chaussures qui s'appelle No Name.
et on tournait avec des influenceuses. Voilà, justement, dans la publicité, ça nous arrive très souvent. Je reparle d'Instagram, mais de travailler avec des gens qui sont sur Instagram et qui sont connus sur Instagram. Donc là, vous voyez au premier plan, en fait, c'est ce qu'on appelle le chef opérateur. Donc, c'est lui qui est responsable de l'image, en fait, qui ressort sur ce qu'on appelle l'écran retour. Donc, ce qu'il a là, c'est un écran retour qui va permettre à toute l'équipe de se mettre derrière, justement, le chef opérateur et de regarder l'image. Donc, l'image, là, que vous voyez, d'ailleurs, elle ne correspond pas à l'image finale. Attention. Comme je vous disais, derrière, il va avoir de la colorimétrie. Donc, la couleur de l'image va changer. Donc, il va avoir tout un travail. Mais ça permet au client, généralement, surtout en publicité, qui est très attentif à l'image, de se mettre derrière et puis de regarder ce qui est en train d'être tourné. Parce qu'avec des caméras classiques, je pense que vous avez déjà tous vu, au moins les appareils photo, on ne voit pas forcément, on n'a pas de retour sur ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est obligatoire dans notre métier. Donc à côté, vous avez le tournage, donc la grosse machine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de la machinerie. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des professionnels. C'est généralement des structures en fait qu'on va accrocher. Là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une accroche voiture. C'est des structures qu'on va accrocher sur la voiture pour pouvoir tourner des images comme si en fait, la caméra était accrochée. C'est pas comme si, parce qu'elle est vraiment accrochée sur la voiture. Et voilà, et du coup, ça fait des plans très, très cool. Généralement, les gens se demandent toujours, mais comment ils ont fait pour tourner ça? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est à l'intérieur de la voiture, mais en même temps, il n'est pas à l'extérieur. Donc voilà. Et donc ça, c'était à Tokyo. Ce tournage, c'était pendant une pub pour Squeezie, justement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Squeezie, pour ceux qui le suivent, ont sorti une marque de vêtements. Et du coup, on allait tourner la pub de cette marque de vêtements à Tokyo, avec Jérémy Levipon, le jeune réalisateur dont je vous parlais. D'accord. D'ailleurs, là-dessus, on a un petit sondage à vous faire avec Luna, parce que du coup, tu nous as parlé donc, de SCH, de Squeezie et de Big Flo et Oli. Et du coup, on voudrait savoir quel est votre préféré à tous et toutes. Je lance le vote. Et donc, on a encore des suppositions concernant le placement de produits. Alors, elle essaie de retrouver. On a quelqu'un Taïsif, qui propose la baie de Nice. Donc, la ville de Nice, en fait, qui se serait proposée comme sponsor. C'est subtil. Ouais, c'est une bonne idée, c'est vrai. Et la marque de la voiture. Non, aucun des deux. Et c'est pas bête du tout. La ville de Nice, ça aurait pu. On n'a pas eu le temps. Je pense comme on avait 4 jours, mais on aurait pu demander. Ça arrive très souvent. La ville de Biarritz, par exemple, pour le tournage de Big Flo et Oli, Promesse, nous a vraiment beaucoup accompagnés. Ça n'a pas été un sponsor, mais il nous a ouvert, par exemple, les portes de l'aquarium de Biarritz, qui, en temps normal, c'est super compliqué de les réserver. Nous, en 2 jours, ça y est, c'était open. On pouvait y aller tourner sans problème. Et quelqu'un demande quel clip de Squeezie. C'est une pub, du coup, c'est ça, Katharina? Yoko. C'est une pub sur... Ouais. Ça s'appelle Yoko. C'est la marque de vêtements de Squeezie, c'est ça? Exactement. Ouais. La vidéo, elle s'appelle Yoko sur sa chaîne YouTube. Donc, je vais vous passer les résultats. Ouais, on a une belle majorité pour Squeezie. Je pense que Big Flo et Oli, c'est plutôt notre génération que celle des jeunes qui sont présents, peut-être. Mais voilà, vous voyez bien les résultats? Ouais, moi j'ai voté pour SCH, pardon. Ok, super. On va du coup revenir sur les photos, parce que ça va nous permettre de faire le point avec une question de Malongat qui nous a posé tout à l'heure. Pour qu'on ait un peu plus de visuel sur ton métier, il a posé aussi une question sur le fait qu'il demande si tu travailles avec des juristes. Quand tu travailles avec des stars comme ça, donc là je vois sur cette photo en l'occurrence, est-ce que tu travailles avec des juristes? Ouais, alors super bonne question. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que généralement, la maison de disque va s'occuper du contrat. Donc derrière, normalement, j'ai l'habitude de voir des contrats. Donc si quelque chose ne va pas, ça va me sauter aux yeux. Donc, je n'ai pas besoin de juriste. Par contre, ça va m'arriver de bosser avec des juristes si moi, je travaille avec un auteur et qu'en fait, on veut protéger l'œuvre audiovisuelle en général avant de la présenter. Par exemple, en ce moment, on travaille sur des documentaires pour Netflix. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va travailler avec un juriste pour protéger, avant même d'envoyer le projet à Netflix, pour protéger l'idée, en fait, du documentaire, tout simplement. Donc, c'est plus dans des cas comme ça, voilà, pour protéger un petit peu les œuvres audiovisuelles, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, en fait. D'accord, ok, super. Malonga, dis-moi si tu as d'autres questions par rapport à ça. On sera là pour te répondre.
D'ailleurs, en parlant des questions, on voulait vous proposer en fait de m'adresser s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, en fait de m'en adresser quelques-unes en privé pour qu'à la fin du live, on vous désactive votre micro et que vous puissiez directement les poser à Katharina de vive voix. Donc, ce que je vous propose, c'est de me les envoyer en privé et à la fin du live, j'en sélectionnerai une ou deux et vous pourrez du coup directement les poser en direct. Donc, dans le chat, vous me sélectionnez Luna My Future et puis vous m'adressez les questions, si ça vous va. Ok, top. Merci Luna. Bah, du coup, Katharina, je veux bien que tu nous montres un peu les autres photos que tu avais à nous montrer et que tu nous les illustres un petit peu pour savoir qui est qui fait quoi là sur ces tournages. Carrément. Alors là, vous avez du coup Sacha Nasseri. Je le présente parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Alors lui, son métier, c'est ce qu'on appelle un steadicammer. Ça vient en fait de l'appareil que vous voyez qui porte en fait sur son épaule. C'est ce qu'on appelle un steadicam. Donc c'est qu'on appelle une machine, une structure, lui qui va lui permettre d'avoir des plans très fluides au moment où il va filmer. Donc voilà, Sacha justement, c'est un élément très important dans mon équipe aussi parce que ça donne une qualité de plan qui est un peu, on va dire supérieure parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est le type de poste avec lesquels je travaille beaucoup. Ensuite, l'image à droite, ça va être sur le clip de SCH. Peut-être que vous auriez reconnu la piscine du Palais Bulle, qui est justement une énorme demeure à Nice, sur les hauteurs de Nice, qui est magnifique. Donc ça, c'était une scène justement qui était un petit peu compliquée parce qu'on avait ce qu'on appelle un plan top shot, c'est-à-dire un plan qui vient du haut. Donc la caméra est au-dessus de la personne et du coup, elle va venir prendre une sorte d'image qui est un peu vraiment particulière par le haut. Donc c'était un plan techniquement qui est un petit peu compliqué. Donc voilà. Ok, super. Et bah, ça me paraît hyper intéressant. Je ne sais pas si certains ou certaines ont des questions là-dessus. N'hésitez pas. Et on va enchaîner du coup avec la suite. Donc là, c'était pour quel produit? C'était pour une pub? C'était pour un clip? Alors là, juste avant, on était sur SCH et la photo à gauche, c'est aussi SCH. Donc c'est l'intérieur de la maison. Voilà, justement, pour vous montrer un petit peu tout le matériel et la place que ça prend. Quand je vous disais que c'est vraiment des métiers, on ne peut pas arriver on n'arrive pas sur un clip, en tout cas avec juste une caméra. Hein, c'est énormément de petits éléments, de fils, de pieds pour les lumières, plein de choses. Donc on prend de la place généralement quand on arrive dans un lieu. Voilà. Ensuite, à droite, alors ça, c'est un clip dont je ne vous ai pas parlé de l'artiste, peut-être que certains le connaissent, c'est Ico, I-C-O. Et du coup, c'était un dernier clip qu'on avait fait qui était très intéressant parce qu'il était autour de la sensibilisation du harcèlement en ligne. Donc, on suivait en fait la jeune fille que vous voyez sur la photo. On la suivait en fait dans une journée, après une soirée, où elle s'est faite agresser et où elle se fait harceler le lendemain. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, vous irez voir le clip, il est aussi très intéressant. C'est Aiko Stéphanie. Et voilà, c'est tout autour du thème du harcèlement scolaire. Et c'est là où je vous disais que parfois dans les clips de musique, c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va faire vraiment des projets qui vont avoir aussi une portée sociale derrière. Ça ne va pas être juste un clip pour montrer la musique et voilà, et faire joli. On va avoir vraiment derrière un vrai impact. Enfin, en tout cas, on essaie d'avoir un impact dans la société. Et donc, ce clip, aujourd'hui, il est diffusé dans pas mal d'écoles, justement pour ouvrir le débat sur le harcèlement en ligne. Ok, super intéressant. Alors, attends, je rebondis parce qu'il y a une question là de Lucia qui parle du matériel. Comment est-ce que tu trouves tout le matériel nécessaire? Alors, il y a ce qu'on appelle finalement des boîtes de location de matériel avec lesquelles on travaille. Il y en a beaucoup, beaucoup en France. Donc, généralement, on arrive toujours à s'en sortir, peu importe où on tourne en France, on arrive toujours à trouver le moyen de louer. Et après, il y a vraiment différentes gammes de produits. Comme dans partout, on va avoir du matériel très simple qui ne va pas coûter cher et du gros matériel cinéma qui va coûter très cher. Parfois, il y a des films aussi qui vont louer beaucoup de matériel pendant très longtemps. Et à ce moment-là, pour nous, ça va devenir compliqué, qui faisons plus des petits projets pour avoir ce matériel-là. Quand on veut utiliser, pour ceux qui connaissent un petit peu le matériel, des optiques, c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que nous, on aime bien travailler des optiques cinéma avec un rendu cinéma sur des clips de musique, mais malheureusement, c'est des optiques qui vont être souvent prises pour des films, donc qui vont souvent être prises pour 3-4 mois. Et donc, nous, c'est toujours compliqué avec des petits projets de venir s'insérer, mais d'utiliser le même matériel que les gens qui font du cinéma. Voilà. Ok, justement, Lucia te demande aussi si tu aimerais faire des longs métrages.
Alors, moi, j'avoue que j'aime beaucoup passer de plein de projets, enfin, d'un projet à un autre. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, c'est de faire plein de choses différentes, de rencontrer plein de personnes différentes. Donc, je sais que les longs métrages, c'est à peu près 3-4 mois de production avec la même équipe. Je ne suis pas sûre que ça me plairait. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me diriger, mais c'est vraiment un métier passionnant aussi. Mais c'est une autre manière de travailler en tout cas. D'accord, super. Merci beaucoup. Luna, tu veux enchaîner sur les 2 questions là, de Thibaut et Taïsif? Alors justement, je n'osais pas poser la question de Thibaut parce que je la comprends pas moi-même. Donc je ne Mais ça sais pas si comprend. c'est une raide. Je la comprends. En fait, Thibaut nous parle de 2 caméras, donc de la Red et de la Harry. C'est une question de connaisseur. C'est 2 caméras, voilà. Justement, c'est les caméras qu'on utilise le plus dans les clips ou dans les clips en fait en général ou les émissions et tout ça. En fait, la Red, c'est un type de caméra qui va avoir un rendu très très pub. En fait, c'est un rendu où on va voir tous les boutons et les pores de la peau. Voilà, alors que la Harry, c'est un rendu qui va être beaucoup plus lisse, qui va un peu embellir tout le monde. Voilà, moi je préfère travailler en Harry. Par contre, la Harry, ça vaut 2 fois plus cher par jour. Une caméra Harry, ça vaut 250 € par jour à peu près en location. Une Harry, ça va nous coûter 500 € par jour. Mais voilà, c'est là où vous voyez à quel point on peut passer d'un niveau à un autre en termes de production par rapport au matériel qu'on a. Mais je pense qu'il vaut mieux bosser en Harry et de toute façon, là, toutes les séries Netflix, tout le monde est en Harry en ce moment. C'est un peu la mode dans l'audiovisuel. Du coup, Katharina, quand vous dites 250 € par jour, c'est qu'à chaque fois, vous les louez? Oui, c'est ça. En fait, il y a des sociétés de production qui achètent et d'autres qui louent. Moi, c'est ma manière de travailler. Moi, j'achète pas, je n'achète pas, je fais que louer à chaque fois parce que comme moi, je suis pas connaisseuse et je suis pas technicienne, avec le matériel, je saurais pas m'en occuper. En fait, donc finalement, ça servira à rien que je l'ai avec moi. Moi, je saurais pas faire les branchements. Voilà, c'est des métiers. Et les boîtes de production qui vont acheter du matériel, c'est généralement qu'elles-mêmes, au sein de leur entreprise, elles ont des gens qui savent s'occuper du matériel et l'utiliser. Donc voilà, il y a plus d'intérêt. Ok, merci. Ok, ça marche. Jeanne dit que le matériel le plus important, c'est l'imagination et il dit qu'il galère à avoir de l'imagination. Mais tu sais, Jeanne, l'imagination, ça va, ça vient. C'est bien ça c'est bien ça l'idée, c'est que c'est fluctuant, donc ça bouge. Et il faut que tu gardes confiance en toi et que tu sois le plus créatif possible et que tu continues. C'est ça. Mais oui, pour rebondir d'ailleurs sur l'imagination, euh, moi je pense que ce qui est intéressant de faire quand vous vous intéressez au métier de l'image, en général, quel que soit justement le métier, c'est en fait, de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous touche dans l'art. Quand vous me posez la question justement, qu'est-ce qui moi m'inspire, quelqu'un m'avait posé la question, c'est vraiment important justement de trouver ce qui vous inspire et de vous faire des mood boards, de vous mettre plein de choses à côté justement pour garder votre propre univers. Donc un mood board, c'est par exemple si vous avez une imprimante chez vous, vous pouvez carrément imprimer ce qui vous plaît en termes d'images que vous trouvez sur Google et les accrocher sur un tableau pour toujours garder à l'esprit, voilà, moi, mon univers, ce que j'aime, moi, c'est ça qui me touche. Et du coup, ça vous permettra toujours de vous diriger vers ça. Voilà, ceux qui utilisent Instagram, c'est d'enregistrer mettre des petits pins à chaque fois qu'il y a une image qui vous plaît, puis voir un petit peu si vous préférez voilà, tout l'univers de l'art contemporain, par exemple, ou si vous préférez les couleurs fluo. Et voilà, et d'aller toujours plus loin dans ça et d'essayer de pousser encore plus loin cet univers-là, justement. Et c'est comme ça que vous aurez l'imagination, finalement. Super conseil. Merci, Katharina. On a une question de Noé qui concerne du coup le financement des clips. Donc, d'où vient l'argent donc, on a parlé un petit peu des sponsors. Est-ce qu'il y a seulement ça ou d'où vient cet argent? Alors, pour les clips, ce qui se passe, c'est qu'un artiste, quand il va signer dans une maison de disques, il va avoir une enveloppe, en fait, un budget qui va être destiné entièrement à cet artiste et entièrement à sa promotion, tout au long de l'année, par exemple, ou jusqu'à la sortie de l'album. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des codes du métier, on va dire, des choses que vous ne pouvez pas forcément savoir, mais nous, on sait qu'en fait, il y a à peu près, pour un artiste en développement, une enveloppe de 10 000, 15 000 euros qui est débloquée pour faire uniquement des clips, par exemple, avant la sortie de son album. Ensuite, ça va être le directeur artistique de l'artiste. Chaque artiste en maison de disque ou en label a un directeur artistique. C'est ce directeur artistique qui va dire moi, je trouve ça plus intéressant de mettre 10 fois 2 000 euros sur 10 clips et de faire 10 clips à 2 000 euros, par exemple. Il y a d'autres directeurs artistiques qui vont se dire moi, j'ai envie de mettre le paquet, je vais prendre les 20 000 euros que j'ai de disponibles et je vais les mettre dans un seul et même clip. Donc voilà, c'est ce qui va déterminer généralement le budget qui va être alloué à un clip.
Donc voilà, c'est la maison de disque en tout cas qui paye le clip. Après, ça peut être aussi des sponsors. On peut aussi avoir des subventions pour des clips de la part de la région Île-de-France ou des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu plus complexe comme procédé, mais c'est possible. Si le thème justement que vous avez choisi pour le clip, il est social ou sociétal, ça va intéresser les régions et elles vont être intéressées pour vous soutenir dans ça. Comme dans les films finalement, avec par exemple Les Misérables qui ont été soutenus, de les Gigi qui ont été soutenus par la ville, la région Île-de-France, etc. Donc voilà, il y a plusieurs manières, mais finalement, c'est la maison de disques qui paye le plus gros. Ok, super. Et Lucia, elle se demande du coup pour les artistes indépendants, comment ça se passe? Alors, nous, on a eu le cas des amis à nous qui étaient artistes, justement, qui ont produit leur propre. Alors, généralement, ils mettent de l'argent de côté, hein. Ils mettent 1000, 2000 euros de côté, et puis ils investissent dans un clip. Finalement, un artiste, je prends un rappeur ou quelqu'un, un producteur qui va faire un son. En fait, pour lui, mettre 2000 euros dans un clip, c'est comme s'il achetait 2000 euros de matériel. C'est quelque chose qui est important pour sa promotion. C'est quelque chose qui va parfois lui permettre de faire le buzz et qui va permettre de tout commencer, de commencer sa carrière. Donc, il y en a qui ne les ignorent vraiment pas et qui mettent vraiment de l'argent de côté pour autoproduire leur propre projet. Ok, top. Merci beaucoup, c'est hyper clair. Du coup, je ne sais pas, Luna, si il y en a qui veulent intervenir à l'oral ou pas. Oui, alors écoutez, je vais inviter, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est sûrement un pseudo, mais je peux inviter Taïsif à activer son micro et à poser une question en direct. Alors, Taïsif, est-ce qu'il est encore là? Taïsif, pour activer ton micro, pardon, il faut que tu ailles en bas à gauche. Il y a un petit micro et puis tu peux cliquer dessus. Bon, je pense que... Ah oui, si, c'est bon. Je vois que ton micro n'est plus activé. Tu peux parler. Ouais, c'est bon, là, on t'entend. La question, ça serait, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle après avoir été producteur audiovisuel? Est-ce que tu peux répéter? Je crois qu'on t'a pas hyper bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle après avoir été producteur audiovisuel? Merci pour ta question. Merci. Alors, Taïsif vous demandait si, du coup, il y avait une évolution après avoir été producteur audiovisuel. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense que l'évolution, elle est déjà personnelle. Chacun fait un peu comme il veut parce que finalement, quand on est producteur, on peut aussi à un moment donné décider d'écrire. Moi, parfois, j'ai des envies d'écrire, par exemple. Je regarde les réalisateurs et les auteurs et ça me donne vraiment envie d'écrire, d'essayer, de me tester. Ça peut être par exemple ça l'évolution. Après, il peut y avoir aussi une évolution si on est un producteur qui fait simplement des clips de musique. Par exemple, à un moment donné, on peut décider de faire son propre court-métrage ou même de passer dans du long-métrage si on a envie. Voilà, l'évolution, elle est plus au sein des projets sur lesquels on travaille plutôt que dans le statut en lui-même. J'espère avoir répondu à la question. Je vais laisser une deuxième personne poser une question. Je vais inviter Jeanne à activer son micro si tu souhaites poser une question. Donc pareil, en bas à droite pour l'activation du micro. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon. En fait, c'était pour mes conseils. En fait, je veux devenir cadreur ou monteur vidéo dans le futur. Du coup, est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Écoute, c'est trop bien. C'est trop bien que tu veuilles faire ça, Jen, parce que franchement, c'est des métiers qui recrutent. Et en plus, tu as la bonne combinaison de métiers. C'est-à-dire que tu veux être cadreur et en plus monteur. Et franchement, c'est le top. Pour moi, il faut que tu continues sur les deux voies, en tout cas, que tu fasses les deux. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent comme ça. D'abord, ils font et du cadrage et derrière, ils vont monter ce qu'ils ont finalement cadré. Donc, c'est super important que tu gardes les deux. Et de toute façon, même quand tu es cadreur, le fait d'avoir les contraintes en tête de montage, ça peut vraiment t'aider. Le conseil que je te donnerais, c'est que dès que tu peux emprunter ou même si tu peux louer sur une journée, parfois tu as des caméras, ça coûte 50 € la location sur la journée, il faut absolument que tu touches le produit et que tu aies l'occasion en fait de tester et de faire tous les tests toi-même sur la caméra. Donc il faut que tu regardes, compare sur internet les différentes caméras qui existent
comment tu peux, par rapport à ce que tu attends comme rendu, par exemple, si tu aimes faire un court-métrage d'horreur, tu vas pas avoir besoin de la même caméra que si tu veux faire juste un clip de musique. Donc, renseigne-toi un petit peu par rapport à ce que tu as envie de faire. Commence tout doucement par filmer toi-même, même au téléphone. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites au téléphone. Il y a des concours de courts-métrages aussi uniquement dédiés au téléphone. Donc, aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour débuter en tout cas. Et puis, comme on disait tout à l'heure, l'important, c'est de se faire un book. Et une fois que tu as ton book, une fois que tu as 2-3 projets en cadrage, 2-3 projets en montage, et ben là, n'hésite pas, tu te fais une liste de toutes les sociétés audiovisuelles qui existent. Tu regardes sur Internet, il y a beaucoup de noms, tu tapes à Paris, tu vas les trouver, ou ailleurs en France, il y a tous les noms qui apparaissent sur Google. Puis tu envoies des mails, et tu fais des petits mails, et tu places ton book à l'intérieur, et puis ça finira par payer. De toute façon, il ne faut rien lâcher. Ok, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup pour vos questions. Et on va prendre Ouais, hyper intéressant. Ouais. On va prendre une dernière question de Lucia qui demandait du coup le projet dont vous êtes la plus fière aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Alors, je dirais que ce serait vraiment... Je reviens à Big Folly Pro... Non, on va dire que c'est Squeezie, la publicité, parce que c'était pas un tournage facile, qu'on a dû envoyer une équipe de 10 personnes qui habitent à Paris, à Tokyo. Donc, niveau organisation, c'était un énorme défi pour moi. C'est la première fois que j'avais cette configuration. Et on est super heureux du résultat. Et surtout, on avait... moi, j'avais grave la trouille parce que je savais que ça allait être mis sur la chaîne de Squeezie. Et du coup, grosse pression parce que des millions et des millions de vues, des commentaires qui peuvent être parfois critiques. Donc voilà, j'étais comme ça avant que ça sorte. On était derrière son écran d'ailleurs au moment où il a appuyé sur envoyer pour le mettre sur sa chaîne YouTube. Mais on était tous assez stressés parce que c'est la première fois qu'on se fait juger vraiment par énormément de monde sur une publicité en plus. Donc voilà, on est très contents des retombées. Merci Jen, c'est gentil. Et il nous reste 3-4 minutes pour simplement clôturer sur les préjugés de ton métier. Donc, je t'invite à repartager ton écran juste pour qu'on échange là-dessus, s'il te plaît. Parce que, ouais, c'est sûr que c'est un super métier, donc qui est, comme tu disais au début du live, pas forcément hyper bien connu dans ses spécificités. Donc, du coup, on t'écoute sur tous les préjugés. Je passe rapidement sur la petite photo là, mais ça c'est issu du tournage de Big Folly, je pense que vous l'aurez remarqué. Yes. Jérémy Leviton. Hop. Alors pour les préjugés, du coup on en parlait, hein, les horaires décalés, ça c'est sûr que on n'a pas d'horaire habituel, on n'a pas d'horaire de bureau. Par contre, je pense que les mentalités sont de plus en plus en train d'évoluer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus important d'avoir un métier qui est finalement ma passion, dans lequel je prends énormément de plaisir, peu importe ce que je fasse, plutôt que d'avoir des horaires très plan-plan, en rentrant à 17h. Voilà. Après, c'est facile pour moi de parler. Je n'ai pas encore de vie de famille. Je pense que dans 5 ans, peut-être que j'aurai un autre discours. Mais en attendant, je trouve ça génial en fait, d'avoir des horaires décalés parce que ça me permet de vivre un peu selon mon humeur et selon comment les projets me portent en fait. Donc, c'est assez génial. Voilà pour ce premier préjugé. Ensuite, le fait d'être une femme dans ce milieu, donc ça, c'est revenu beaucoup. C'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'être une femme dans le milieu en général du rap, par exemple, c'est déjà un peu compliqué. Après, moi, j'ai grandi, on va dire, dans le 93, donc j'ai pas trop de problèmes. Sachant qu'il y a des codes, des petits codes un peu à avoir, on va dire des codes de la rue, si je puis dire, mais des petits codes à avoir. Il y a des bonnes et des mauvaises pratiques aussi, comme dans tous les métiers. Donc finalement, être une femme ou pas, je pense que c'est juste par rapport parfois peut-être à des techniciens et quand je pars avec une équipe de 20 personnes où c'est vrai qu'il n'y a que des hommes, il faut que je parle un petit peu plus fort que les autres, mais finalement, c'est quand même un métier de bienveillance. Donc en général, j'ai jamais eu de trop de problèmes, mais c'est assez rare. Ok, super. Intéressant. Voilà. Et puis alors ensuite, il y a fréquenter régulièrement des stars. En fait, il faut savoir qu'avec les artistes, nous, on n'est jamais en contact à part le jour J. Enfin, c'est très rare quand on est en contact avec les artistes en amont parce que nous, on passe toujours soit par sa maison de disques, soit par son directeur artistique, soit par son management. Parce que l'artiste, justement, il est comment dire, il n'a pas le temps en fait pour ça. Il fait plein d'autres choses, il produit, il est vraiment concentré sur sa musique. Donc, tout ce qui concerne son clip, lui, il va juste valider ou non. Généralement, on lui fait des présentations, quelque chose qu'il puisse lire rapidement sur son téléphone et qui nous dise oui, non, j'aime pas. Mais voilà, finalement, les stars, on les voit le jour J.
Et encore, généralement, elles sont dans leur loge. Enfin, on les voit très, très peu, quoi. On les voit juste au moment où on tourne. Donc, voilà, on voit très peu de stars, à part les rencontrer, leur faire la bise au début. Sinon, non. Et le dernier point, voilà, c'est la différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je reviens, mais c'est, comme je vous disais, c'est très compliqué. On n'a pas vraiment de différence entre les deux. C'est un métier qu'il faut vivre à 100%, qu'il faut vivre à 100%. C'est ça. Bah écoute, super. Je trouve que c'est une super belle conclusion. Il faut vivre ce métier à 100%. Et bah écoute, Katharina, merci beaucoup. C'était hyper clair. Merci à tous d'avoir participé. Et je laisse juste Luna prendre la parole sur 2 petits points importants. Alors, restez avec nous. Oui, tout à fait. Alors, on va déjà, je vais déjà vous partager un petit. Bravo pour les produits laitiers, pardon. Je t'ai coupé, Luna. Bravo. C'était qui, du coup, les produits laitiers? Qui l'a trouvé? Paul ou Paul. Oui, c'est Paul qui l'a dit en premier. Oui, bah bravo. Trop fort. Derrière. Ouais. Non, c'est Paul. Bravo. La réaction, applaudissements, voilà. Donc oui, je disais, je vous partage un petit questionnaire de satisfaction. Merci d'y répondre. Donc, vous copiez-collez le lien sur une page internet. Ça nous aidera à améliorer nos lives et puis à faire voilà, les améliorer de jour en jour. Et je vous partage aussi les liens vers nos réseaux sociaux qu'on vous invite à suivre, donc sur Insta et Twitter. Tout à fait. Et comme ça, vous pourrez aussi nous donner vos réactions sur Insta et Twitter. On est là, on est connectés. Et merci beaucoup à tous et toutes. Merci. Alors, le lien. Je vais le renvoyer. Apparemment, le lien ne fonctionne pas. Ouais, il ne fonctionne pas. Il faudrait que tu mettes en public. Ouais. Bah, merci beaucoup à tous. Et de toute façon, demain, on va vous renvoyer également le lien du questionnaire de satisfaction et également un petit article pour que vous puissiez tirer les meilleurs enseignements de ce live et qui vous servent dans votre vie perso et professionnelle. Voilà. Et puis surtout, un lien pour le revisualiser si vous avez besoin, si vous avez raté quelques infos. Si vous voulez le revoir, le partager à vos potes, il n'y a pas de souci. Voilà, merci à tous et toutes. Je vous ai renvoyé le lien. En fait, c'est le même, mais cette fois-ci, il marche normalement. Merci à tous. Répondez bien au questionnaire, s'il vous plaît. Au revoir, Paul. Au revoir, Taïsif. Alors. Au revoir, Benjamin. Au revoir, Malonga, Lucia. Et on se dit à la semaine prochaine. Du coup, vous aurez toutes les infos pour ceux qui sont toujours là. Vous aurez toutes les infos. La semaine prochaine, il y a 3 lives. Un mercredi sur le métier d'infirmière. Un jeudi sur le métier de directeur financier ou directrice financière. Bon, là, en l'occurrence, c'est un homme. Et vendredi, un autre sur le métier de pharmacienne ingénieure. Voilà, vous aurez toutes les infos d'ici vendredi. Et pour revoir le live, on va vous envoyer le lien par email, normalement, et on espère pouvoir à terme les publier sur YouTube. Pardon. Mais vous allez recevoir le lien. Ne vous inquiétez pas, il y aura tout ça demain. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement.